Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu de Chavannes, le grand directeur de la Compagnie du Mont Blanc. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça me fait rire le mot grand directeur, mais ok, bonjour. T'es pas une petite taille. Oui, 1m87. Alors, est-ce qu'il y a, dans ton enfance, est-ce qu'il y avait déjà des signes précurseurs de la tournure que va prendre ensuite ta carrière professionnelle? Alors, on va dire que déjà pendant mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragé à faire des études, mais sans pour autant me forcer à choisir une option qui ne me conviendrait pas. Et ça, c'était une chance. Donc, j'étais un élève assez studieux à l'école, mais j'avais quand même souvent en commentaire peut mieux faire. Donc bon trimestre, mais peut mieux faire. Ça revenait assez régulièrement. Mais je me suis toujours aussi intéressé à pas mal de concepts nouveaux. Je me rappelle, j'adorais les bouquins qui s'appelaient Géo trouve tout, qui était un espèce d'inventeur démesuré et qui s'intéressait aussi au bricolage. Et puis, j'aimais entreprendre et je pense que j'avais les prémices d'une carrière en entreprise qui se dessinait. Alors, pour autant, et c'est là où c'est intéressant, j'adorais aussi tout ce qui tournait autour de la nature et des beaux paysages. Et d'ailleurs, je me rappelle que mes parents me disaient, quand t'étais jeune, t'adorais le peintre Magritte. Mes parents aimaient bien la peinture et certains, je les regardais avec plus ou moins d'attention, et en particulier Magritte. Pourquoi Magritte? Parce qu'en fait, il peint des tableaux qui sont un peu surréalistes. Je me rappelle d'un coucher de soleil, d'ailleurs, d'un tableau d'un coucher de soleil qui monte un coucher de soleil, mais en plein jour. Et c'est une peinture qui m'intéressait parce que elle dépasse le réel, en fait. Hein. Le paysage devient beau parce qu'on y voit autre chose. Et il y avait déjà en moi ces gènes d'aimer la nature et peut-être d'espérer y travailler dedans un jour dans ce milieu-là. Voilà. Alors du coup, comment ça a démarré? Ma carrière Oui. professionnelle. Alors bon, moi j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait des études de sciences éco. Et puis j'ai eu l'opportunité, en fait, ça c'était une grande chance. J'espère que ça existe encore. L'université, moyennant le passage d'un certain nombre de concours, finançait des études aux États-Unis dans le cadre d'un MBA. Et vu le coût à l'époque, c'était quand même très très intéressant parce que là, on ne payait pas les fees. Donc, j'ai passé ces concours-là, et puis donc je suis parti aux États-Unis pour faire ces études. T'étais où? C'était en Caroline du Nord, l'université de Charlotte en Caroline du Nord, et c'était un choc. Hein, je me rappelle du départ à l'aéroport où j'ai fondé en larmes devant mes parents parce que je partais un peu dans l'inconnu. C'était le grand saut en avant. Et le soir même, quand je suis arrivé à l'université, j'ai eu un accueil très très sympa, mais j'étais dans une résidence internationale et j'avais un colocataire qui était brésilien, un autre qui était coréen et un autre anglais. Voilà, dans une petite pièce. Et puis
une grande pile de bouquins tout en anglais. Le droit français, c'est déjà compliqué à apprendre, et le droit américain, ça a l'air c'est encore une autre chose. Et puis voilà, des débuts de cours en postgraduate en université, mais c'était une expérience fantastique. Voilà, dans ce milieu-là, il y avait multiculturel, des infrastructures sportives extraordinaires, donc c'était vraiment une très très belle expérience. Puis à l'issue de ça, en fait, après je suis revenu parce qu'à l'époque on faisait son service militaire, donc j'ai fait mon service militaire en France. Mais j'avais déjà envie de retravailler à l'étranger en fait, puisque le contexte international me plaisait, puis qu'en France à cette époque c'était aussi un peu compliqué la situation économique. Donc en fait j'ai postulé dans une boîte anglaise qui m'a pris au sud de Londres, c'était dans de la domotique. J'ai fait pendant un an un boulot un peu de commercial sur les marchés internationaux. Mais j'avais en tête de chercher, ce qui me plaisait beaucoup, c'était de rejoindre une multinationale qui, à l'époque, faisait des programmes de management internationaux pour des jeunes diplômés et qu'ils prenaient et qu'ils formaient sur plusieurs années. Moi, ça a été le cas. Hein. J'ai rejoint une grosse boîte dans le milieu de l'automobile, un équipement automobile. Ils m'ont pris et le deal, c'était... eh bien, tu commences au bas de la chaîne comme opérateur. Donc, moi, j'ai fait 8 mois dans une usine du sud-ouest de l'Angleterre à faire des pièces mécaniques, même si j'avais aucune notion de fraisage, etc. On m'a appris. Et j'avais la chance d'avoir un mentor qui était un patron de division, donc il gérait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui m'apportait ses conseils. Et l'idée, c'était, tu commences en bas, on te forme, on te fait tourner, on te fait bosser dans l'industrie, tu vas faire un projet en marketing, un autre en finance, un autre en RH, et puis à l'issue de tout ça, si ça marche bien, on va te donner un poste plus important et on te préparera à devenir un dirigeant. Voilà. Donc ça, c'était une chance inouïe de pouvoir rejoindre un programme pareil. Ça a bien fonctionné, travaillant donc au sud-ouest de l'Angleterre. Après, j'ai fait en Allemagne du contrôle de gestion. J'ai travaillé en Écosse dans une usine pour faire de la logistique. Et puis ensuite, j'ai pris un premier poste à Londres en logistique européenne. Voilà. Donc, à l'issue de cette période, on se rapproche du début de l'année 2000. Je voulais rentrer en France pour différentes raisons, plus personnelles. Et puis, le groupe avait une usine à Annecy qui était un des plus gros employeurs à l'époque, la Société industrielle des Coussinets. Et ils m'ont envoyé là-bas parce que ils voulaient déjà scinder. On faisait 2 types de pièces, sans rentrer dans les détails, mais des coussinets sont des pièces métalliques qui vont dans un moteur, et des bagues polymères qui vont plus dans des portes et autres. Et ils voulaient scinder cette activité en 2 pour en revendre une partie. Et donc on m'a dit, il faut que tu fasses un spin-off, ce qu'on appelle une coupure de l'entreprise pour la préparer à la vente. Donc j'ai fait ça. Et puis quand ils ont vendu le business, moi je suis resté avec celui qui était pas très profitable, pour ne pas dire même pas du tout, c'est-à-dire celui des coussinets. Et un peu comme ça se passe dans ces grosses boîtes-là, mon chef, qui était un gars super, qui m'a appris plein de choses, un Américain, il m'a dit, écoute, tu deviens le directeur général, par contre, le deal, c'est t'as 2 ans, faut retaper la boutique, autrement on la ferme. Bon, moi, ça me plaisait bien, ce genre de truc, de programme, parce que c'est vrai que c'était pas très en bonne santé, mais je voyais qu'il y avait du potentiel, et surtout une très grande implication des salariés. Ils travaillaient dans des conditions difficiles, mais il y avait un super savoir-faire. Et puis parfois, je sais pas, on sent les choses un peu comme ça. Eux, ils avaient conscience que fallait qu'on modifie notre business model, qu'on s'oriente sur un marché qui était moins une commodité, comme ça l'était à l'instant présent, et plus avec plus de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, tant mieux, puisque eux avaient un savoir-faire qu'on pouvait mettre en valeur. Donc, on a fait ce travail un peu de remodélisation de l'usine, en se disant, alors c'est un lourd travail, parce qu'il faut accompagner la formation, faut responsabiliser les équipes, ce qu'on a fait,
créé des équipes autonomes de production, leur avait donné leur propre budget. Enfin, c'était une révolution, hein. Le chef d'équipe était plus là pour donner des ordres, mais pour assister les ouvriers. Et ça a bien pris, en fait. Ça a super bien pris. Et on a relevé la barre. On est venu faire des pièces haut de gamme, précision, et à tel point que en 2006, on a même gagné, on a été lauréat du concours de la meilleure usine de France et d'Allemagne, ce qui était un vrai un honneur, une énorme satisfaction, parce que c'est le fruit d'un travail collectif qui a été fait, pour lequel il y a eu une grosse implication de tout le monde, et ça reste une des plus belles réalisations de ma carrière. Voilà. Donc, à l'issue de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme ça se passe, encore une fois, souvent dans ces grosses boîtes, on vous passe à la mission d'après. Voilà, il faut toujours aller plus haut. Et donc, j'ai eu un coup de fil de mon patron qui m'a dit, c'était jeudi soir, lundi, il faut que tu me donnes une réponse, mais il faut que tu restructures plusieurs usines, là. Il y en a une dizaine. On a besoin de toi. Le job, il va pas être simple, mais donne-moi ta réponse lundi, quoi. Donc là, vous passez un mauvais week-end parce que c'est compliqué de dire non et que le job, ça va être intense. Bon, j'ai dit oui. Donc, j'ai pris la tâche de malheureusement devoir fermer une usine en Écosse. Je dis malheureusement parce que c'est pas agréable, même si les résultats étaient très très mauvais. Il y avait pas beaucoup d'autres issues possibles. C'est quand même des projets qui sont très lourds. Fermer une autre usine aussi aux États-Unis, où là, il y a un contexte social plus compliqué. Je me rappelle l'avoir annoncé avec mon petit papier, la fermeture de l'usine, j'avais quand même un garde du corps à côté de moi. Mais le groupe pour lequel je travaillais était un groupe qui était malgré tout très humain. Et comme on m'a donné beaucoup de moyens pour le faire, on a réussi à accompagner quasi l'intégralité des gens, à les recasier, et ça s'est fait dans un contexte social malgré tout correct. Voilà, il n'y a pas eu de tension particulière, les moyens aidant, on va dire ça. Alors le côté le plus sympa de la chose, c'est que on m'a demandé aussi de racheter d'autres usines, donc j'ai racheté une usine au Mexique et une en Chine. Par contre, la contrepartie, c'est que ça devenait complètement délirant en termes d'implication et d'énergie, parce que je prenais l'avion non-stop. Je passais une semaine, j'étais au Mexique. 3 jours après, c'était en Chine. Donc là, en décalage horaire, c'est juste monstrueux. J'étais constamment dans l'avion. D'ailleurs, je me faisais des fois repérer par du staff qui me disait, mais vous étiez pas sur le vol de Chicago la semaine dernière? Je disais, si, c'est bien ça, si. Et puis, un jour, je me rappelle, j'étais dans l'usine au Mexique et j'ai eu un coup de fil, en fait, d'un cabinet de recrutement qui avait été missionné par Chamonix et qui cherchait quelqu'un pour être le directeur général de la compagnie du Mont Blanc. Alors, il se trouve que moi, ça m'intéressait et ils avaient dû le savoir. Parce que j'étais copain et je suis toujours copain avec Jérôme Grelet, qui est le patron de Val Thorens. On était dans un club de dirigeants ensemble à l'époque. Et je lui avais dit, écoute, si t'entends parler du milieu de la montagne, moi c'est un milieu qui me plaît bien, j'aime bien ça. Bon, faut qu'il y ait un peu d'international dedans parce que ça me plaît aussi. Mais s'il y a une opportunité, dis-le moi. Peut-être que de fil en aiguille, ça s'est su. Et donc j'ai eu le coup de fil. Et puis voilà, c'était en 2009. J'ai accepté le job de DG de la compagnie Mont Blanc. Puis je crois que c'est en 2012, je suis devenu le PDG de la compagnie. Bon, ça n'a pas changé grand-chose d'être le PDG, mais voilà un peu le parcours professionnel. Donc changement radical d'une industrie à une autre. Mais malgré tout, et je me rappelle avoir dit ça d'ailleurs à l'entretien d'embauche. Alors elle avait dit finalement il y a des similitudes parce que dans les deux cas, on gère pas mal de personnes, on gère du capital parce que c'est quand même très intensif. Bon, la partie que je ne connais pas, c'est le tourisme, mais moi, je demande qu'une chose, c'est apprendre. Et par contre, le milieu en lui-même de la montagne, je l'adore, donc ça devrait bien se passer. Ok, donc de fraiseur à directeur du domaine skiable le plus mythique du monde, ça c'est quand même un super beau parcours. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand t'es arrivé à la CMB? Alors, je dirais que depuis
depuis que je suis au début, quand je suis arrivé, moi j'ai vu des gens hyper impliqués, amoureux du territoire, et ça n'a fait que me renforcer dans le fait que j'avais fait le bon choix. Après, ce qui m'a le plus marqué au sens vrai, au sens propre du terme, hein, depuis que je travaille à CMB, là c'est moins drôle, mais je dirais quand même que c'est les enchaînements de pertes humaines qui touchent les salariés ou des personnes passionnées de montagne. Voilà, c'est la vie, mais j'ai une sensibilité à ça et j'avoue que c'est particulièrement difficile à gérer et ça l'a été pour moi quand ça touche tes propres salariés. Et malheureusement, bon, ça a été le cas. Là, on est un peu dans le summum de la difficulté à gérer au niveau humain, au niveau responsabilité, implication, sentiment de culpabilité qu'on peut avoir aussi, même si on a bien fait les choses. Ça c'est compliqué. Et je pense voilà, heureusement d'ailleurs, on vit pas ça dans beaucoup d'industries. Mais ça m'a marqué quand même. Ça reste gravé. Ces moments où il y a l'annonce de l'accident et la gestion qui en suit, c'est compliqué à gérer. Et de manière positive, est-ce qu'il y a des choses depuis que tu travailles à la CMB qui te frappent, qui t'étonnent positivement? Alors, peut-être que je peux parler d'anecdotes. Peut-être ça, c'est peut-être sympa. Voilà. Alors, des anecdotes, oui, il y en a plusieurs. Il y en a des très joyeuses. Il y en a qui sont liées aussi un peu au destin ou qui démontrent que la vie tient à un fil. Je me rappelle qu'en 2000, je crois que c'est 2012-2013, il y avait eu des très fortes chutes de neige à Noël et les pisteurs étaient montés versant sud un matin. Et en fait, bon, le domaine était évidemment fermé. Il allait être fermé pour la journée. Et puis, ils étaient deux pisteurs. Il y en a un qui remarque qu'il y a le terrain est pas comme d'habitude. Il y a la neige, ça fait une boule. Il dit à son collègue, c'est bizarre ça, on devrait aller voir. L'autre lui dit, non, je pense que c'est le terrain. Il insiste, ils vont voir. Et en fait, en allant voir, il découvre qu'il y a un espèce d'igloo qui a été creusé avec deux personnes dedans qui avaient passé la nuit du 31 bien éméchées et qui étaient positionnées là. Et eux allaient se mettre quelques mètres plus haut en mettant de l'explosif pour faire déclencher de l'avalanche. Donc les deux seraient morts, très clairement. Et je me rappelle avoir utilisé cet argument près du procureur quelques jours après en lui disant, vous voyez, on a beau être très très vigilant avant de faire du déclenchement, parfois le comportement des gens fait aussi que c'est très très difficile à anticiper. Et là, très clairement, ces deux personnes, elles ont eu leur vie sauve grâce à l'attention qui a été portée par une personne du service d'épices qui a été particulièrement prudent. Autrement, des autres anecdotes, il y en a une qui me restera gravée aussi, c'est quand le président est venu, Macron, en 2019 ou en 2020, début 2020, avant le Covid, au Montanvert. Et on devait discuter de plusieurs choses le matin au petit déjeuner. Et je me rappelle, il me dit, est-ce qu'on peut sortir? On était en plein hiver, à l'hôtel du Montanvert, c'était 6h30 du matin. Il faisait un froid de canard et on sort dehors. Et là, je vois, j'ai vu son regard du gars qui était un moment de plénitude, qui était coupé du monde. Il regardait, c'était quasiment la pleine lune en plus. Il regardait le paysage tout autour comme ça et ça lui a fait un bonheur, je pense, énorme, une coupure. Et moi, j'avais froid et j'avais peur qu'il ait froid et je le prends pas. Je lui dis, mais il faut rentrer là, monsieur le président, vous allez prendre froid. Et il me prend la main comme ça, il me dit, non, Mathieu, là, je suis bien là, ça me fait du bien là. Et ça, je me rappellerai parce que voilà, c'est aussi ça la montagne. C'est, ça permet de faire une coupure avec une vie qui est de plus en plus rapide. Enfin, la sienne, c'est encore extrême, mais on apporte des petits moments de plaisir à des gens, libres de soucis, d'anxiété, ça fait du bien, c'est agréable. D'autres moments aussi joyeux, on a fait le pas dans le vide en haut de l'aiguille du Midi. On a eu pas mal, on s'y attendait pas, on a eu pas mal de demandes de mariage dans le pas dans le vide. Donc c'est un moment sympa parce que personne s'y attend. La personne se met à demander, hein, puis en général il y a un oui d'ailleurs. Donc tant mieux, tout le monde est joyeux.
Et puis une autre anecdote, toujours à l'Aiguille du Midi, mais ça montre aussi des fois un peu la déconnexion des gens avec le milieu dans lequel ils sont. Mais fut un temps, on autorisait les sauts en wingsuit de l'Aiguille du Midi. Alors c'est fait par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, hein. C'est pas des uluberlus, hein. Au contraire, tout est préparé. Mais donc ils sont avec leur tenue, leur cape, et puis ils s'élançaient de l'aiguille. C'était autorisé, et on avait des coups de fil au PC Info en disant mais il y a 3 personnes qui se suicident, faut les faut les stopper, mettez-y fin, quoi. Voilà, donc c'est aussi ça un peu Chamonix, c'est un peu le monde de l'extrême, voilà. Et ça c'est intéressant à regarder aussi avec un œil extérieur. Ton anecdote sur la visite du président, ça me ça me touche particulièrement parce que je fais partie des rares personnes qui ont eu la chance de dormir au sommet de l'Aiguille du Midi, dans le cadre d'études scientifiques qui sont faites avec l'Ifremont. Et c'est vrai qu'on a, à partir du moment où le téléphérique s'arrête, eh bien on a 10-12 heures devant soi où on est tout seul là-haut, et c'est totalement exceptionnel. En plus, moi j'ai eu de la chance de le faire au mois d'avril, où on avait un coucher de soleil qui était irréel. Tout était rose fluo le soir, et puis les sons de la montagne, et on est là tout seul, et c'est vraiment incroyable. Donc je comprends tout à fait que il ait eu envie de rester quelques secondes de plus. Ouais, et puis avec le recul, moi je me rappelle la veille, je vois son aide de camp s'approcher de lui, et il lui murmure à l'oreille, et j'entends Benjamin. Voilà, et je le vois, le président qui dit ah non merde, pas ça. Bon, j'ai compris après qu'il lui annonçait que voilà, Benjamin Griveaux, qui était son candidat à la mairie de Paris, avait fait une boulette, et qu'il allait plus être candidat. Donc c'est quand même c'est un petit emmerde quand même quand vous perdez votre candidat à la mairie de Paris. Et voilà, le lendemain, le gars était déconnecté. Et ça, voilà, ça fait plaisir d'avoir pu apporter un petit moment de bonheur à quelqu'un qui a une vie particulièrement agitée. Si tu regardes l'entièreté de ton parcours, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur, et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Alors, je dirais que j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a des accidents, en fait, ma plus grosse erreur, ça a été, je pense, ma gestion personnelle de la suite de l'accident. Je m'explique. Quand vous avez malheureusement, il y a un accident mortel et que ça touche un salarié, bien évidemment, il y a toute une procédure qui s'enclenche, et même si vous avez le sentiment en tant qu'employeur d'avoir bien traité cette personne, et en l'occurrence, à chaque fois que ça s'est produit, on avait une très très bonne relation avec le salarié, donc on avait été bienveillant. J'ai mal géré à l'époque le ressenti que pouvaient avoir les familles par rapport à ça, en diligentant une enquête judiciaire, c'est-à-dire qu'en portant plainte. Et le dépôt de plainte, je le voyais comme étant mais pourquoi ils font ça? On a toujours été très bien avec cette personne, ils le savent. On avait une grande considération, on s'entendait bien, on l'a promu, on s'est occupé de lui. Pourquoi il porte plainte? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et avec le recul, j'ai complètement changé d'avis par rapport à ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était une étape nécessaire pour les familles pour faire leur deuil. Voilà, je l'ai accepté, ça. C'est indispensable. Ils ont besoin de porter plainte pour que la justice fasse son travail, et soit qu'elle les amène aux mêmes conclusions que on leur a apportées pour expliquer l'accident, soit pour qu'elles aient la certitude que on sera puni et que on mettra en place des moyens qui feront que ça ne se reproduira plus, et que voilà, la personne est décédée malheureusement, mais ils ont été jusqu'au bout de la démarche pour faire en sorte que ça se reproduise pas. Je sais pas si je l'explique bien, mais ça c'était une erreur de ma part, je pense, de réagir. Ouais, c'est pas personnel, mais pour toi, en tout cas, ça ne l'est pas. Ouais, mais du coup, quand vous êtes le patron et que vous réagissez de la sorte, bah ça diffuse et c'est pas une bonne chose. Voilà. Donc maintenant, je me fais plutôt le messager de cette expérience, d'ailleurs auprès d'autres collègues aussi dirigeants, en leur disant ça peut être naturel de réagir comme je réagissais au départ, mais en l'occurrence faut pas le faire. Voilà. Et il y a une bonne raison pour ne pas le faire.
Est-ce que c'est des sujets qui sont traités, j'ai envie de dire, à un autre échelon de la profession, soit dans le cadre de Domaine skiable de France, de commissions ou de groupes de travail, ou d'autres d'ailleurs cadres, pour qu'il y ait du partage de bonnes pratiques sur ce sujet, ou c'est pas du tout mis en place? Alors si l'analyse en fait, on va dire technique de l'accident, elle est toujours faite. Donc ça, on la partage sur le pourquoi du comment et le retour d'expérience, on va dire, au niveau technique pour éviter que cela se reproduise. En revanche, le plus dur, c'est la gestion humaine et ça, c'est quand même très très personnel. Comment on accompagne ça, comment on s'autogère, ou quand ça affecte une autre personne aussi, comment on l'aide à gérer ça. Ça, c'est très 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 important. Et là, je pense que ça se fait par partage entre dirigeants, mais il y a pas un process qui est mis en place comme tel. Et alors, à contrario, est-ce que tu as eu des grandes satisfactions, des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Oui, oui, oui. À chaque fois, moi, moi, je tire ma satisfaction des accomplissements collectifs. C'est ce qui me donne, voilà, le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et il y en a eu plusieurs. Je parlais tout à l'heure d'être lauréat du concours de la meilleure usine, la INSEAD Wirtschaftswoche en 2006. Ça, c'est quand même, j'en suis super fier parce qu'on partait d'un point qui était perdu pour arriver à ce niveau-là, et on y est arrivé parce que voilà, tout le monde a réussi à se fédérer, à reconstruire un nouveau projet. Et quand on a eu, je me rappelle quand j'ai eu la lettre qui nous annonçait le truc, j'ai les yeux, je me rappellerai tout le temps, quoi. Les yeux des gars quand je leur annonçais ça, ils étaient fiers. Ils étaient fiers, ils ont dit waouh, on s'est remis en cause. Tout c'était pas toujours très jeune, hein. C'est pas évident de se remettre en cause à plus de 50 ans, réappliquer des méthodes complètement différentes. Quand ça donne un tel résultat, ça c'est vraiment super. Là, on peut être fier de soi et on a l'impression d'avoir fait quelque chose qui a du sens. À la compagnie Mont-Blanc, bah, c'est pareil, hein, l'idée du pas dans le vide, c'était quand même une belle idée. La mise en œuvre, c'était pas facile parce que il y a des contraintes techniques là-haut. Même si ça s'est pas mal déployé sur d'autres sites, il n'empêche à 3008, c'était pas évident à faire. Et puis il fallait convaincre la commission des sites classés que c'était pertinent, etc. On y est arrivé, et ça c'est une belle satisfaction parce que je vois aujourd'hui quand même, j'y étais encore hier après-midi, les gens sont super contents d'aller dedans et ils trouvent que ça a tout son sens de l'avoir sur ce site. Et puis là, récemment, la transformation de la CMB en entreprise à mission, bah, j'avoue que ça, voilà, c'est le fruit d'un travail, c'est pareil, de 18-24 mois pour arriver à ça. Alors, c'est pareil, on a capitalisé sur des éléments qui étaient déjà inhérents à la CMB. On cherche à les approfondir. Il y a un immense travail devant nous, mais c'est une belle étape de franchie et qui a eu forcément le soutien de tout le monde puisque ça a été voté en assemblée générale. Donc c'est une belle satisfaction. Ou la signature de l'avenant là qu'on a fait avec la collectivité fin de l'année dernière pour la reconstruction des Grands Montais. Alors il y a d'autres investissements qui sont prévus dedans, mais le gros projet c'était la reconstruction des Grands Montais. Bah, c'était pas gagné non plus. Voilà, en 2018 quand il y a eu l'incendie, depuis on a franchi pas mal d'étapes et on les a franchis ensemble. C'est un travail collectif qui a permis ça, et c'est ce qui me plaît dans ce job. Sur le projet de société à mission, est-ce que tu peux revenir sur le processus que vous avez utilisé, parce que je crois que c'était très participatif et très riche d'enseignements. Bah, en fait, l'idée, on s'est dit, en fait, on a un peu l'esprit d'une entreprise à mission, c'est-à-dire que on a un très bon dialogue social, on est très attentif à tout ce qui est environnemental, et puis on participe à pas mal de choses au niveau du territoire. Mais il n'empêche, on n'a pas approfondi ce concept-là, et on a besoin, en fait, de faire un travail d'introspection auprès des autres éléments qui tournent autour de la compagnie du Mont-Blanc. Ce qu'on a fait, donc on a fait plus 110, 120 entretiens hein, avec des associations, des élus, des habitants, des employés, des actionnaires,
pour savoir ce qu'ils attendaient en fait d'une entreprise comme la Compagnie du Mont Blanc, sachant que il y a un sentiment un peu de désappropriation parfois de la population quand ils voient tous ces touristes, et c'est légitime. Donc ils ont des choses à dire. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que nous, on a besoin, on a envie d'être concertés, on a besoin d'avoir plus d'infos par rapport à ce que vous faites, que vous communiquiez mieux, et puis que l'on puisse être entendu. Et c'est ce qui est vraiment ressorti de ces entretiens-là, qui nous a conduit à définir aussi notre raison d'être. Et puis depuis, dans les objectifs, je vais pas détailler ça plus en détail maintenant, mais un des grands objectifs sur lequel on est attendu, c'est justement d'être un véritable acteur du territoire, de concerter encore plus, d'informer les gens pour être à la hauteur de leurs attentes comme une entreprise du territoire. Et ça c'est intéressant parce que ça oblige. Alors c'est très fort en termes d'engagement, mais si on arrive à faire ça, ça voudra dire qu'on aura bien réussi à communiquer en interne, ce sur quoi on a pas mal de progrès à faire, et on aura encore plus interagi avec les citoyens, ce qu'on a en plus plaisir à faire. Voilà. Après, tout ce qui est au niveau environnemental et autres, on était déjà plus avancé par rapport là, on est à des niveaux qui sont quand même assez élevés. Heureusement d'ailleurs, parce que étant dans un site classé, on doit rendre pas mal de comptes. Il y a encore plein de choses à faire, mais à ce niveau-là, on était déjà plus abouti, on va dire. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Où est-ce que tu puises ta motivation? Plusieurs choses. Moi, je suis très attaché à la famille, le soutien social. Donc, ça peut paraître bête, mais à chaque fois que j'ai eu des gros problèmes, et j'en ai eu quand même ici, ma femme, mes enfants, voilà, quelques amis très proches qui ont vécu de très grosses difficultés, et ensemble, c'est partager le fardeau avec d'autres, hein. Fait de recevoir un soutien émotionnel, c'est très réconfortant. Ça, c'est important. Alors, ça va aussi de pair avec le deuxième point, qui est de craquer. Moi, ce que j'appelle le reset. Moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé. J'ai pas de honte à le dire, bien au contraire. Demander de l'aide, qu'elle soit sociale ou professionnelle, pour moi, c'est un signe de force plutôt que faiblesse. Moi, il m'est arrivé je me rappelle, en 2018, on avait plein de galères, il y a eu plein de merde, des incendies, des accidents, des trucs. Et puis un soir, je vais chez des copains, un samedi soir, et je recule, j'ai à peine touché son portail, mais j'ai touché le portail, c'était ma faute, et j'ai craqué, quoi. Ouais, ça faisait trop, je me suis mis à pleurer pendant 3 heures, 2-3 heures, mais ça m'a fait du bien, quoi. Et ça, c'est important, et je le partage, ça. Et j'ai pas du tout de honte à le partager avec d'autres, parce que je pense que l'homme indestructible, ça n'existe pas. Et au contraire, on s'appuie sur les autres pour rebondir. C'est la force du groupe. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir un comité de direction avec lequel on est très, très soutenu. On soutient mutuellement, on partage beaucoup de choses ensemble. Et je pense que ça, c'est une force. La troisième chose, moi, j'en ai besoin à titre personnel, c'est de faire du sport. Voilà, parce que quand je fais du sport, et j'aime bien les sports d'endurance, et je ne sais pas l'expliquer d'ailleurs, mais je suis pas le seul à le dire, mais quand on fait du sport d'endurance, je trouve qu'on a une capacité à voir les problèmes différemment. Moi, quand je cours ou je fais du ski de rando, j'arrive à ce qui était un problème au départ, j'arrive à le repositionner différemment dans ma tête et à trouver des solutions. Donc ça m'aide. Voilà. Et puis la dernière chose, je pense que, mais ça c'est peut-être une histoire aussi d'éducation, mais j'essaie toujours d'être dans une approche de recherche de sens, trouver un sens, un but dans la vie, une source de motivation et de persévérance dans les moments difficiles. Mais chacun après a cette approche-là, ça peut être religieux, mystique ou autre, mais je pense que c'est important dans ce qu'on entreprend d'essayer de donner du sens aux choses et donc de s'interroger préalablement pour pouvoir le communiquer, et les guider, quoi. Et les gens s'en rendent assez vite compte, si on a eu cette réflexion ou c'est purement opportuniste. Ça, en général, ils mettent pas longtemps à le voir.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ah, pareil, je vais dire, c'est celui que m'a toujours dit ma mère ou ma famille d'ailleurs. Reste ancré dans des valeurs simples sans chercher l'exceptionnel. Être heureux avec de la simplicité, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Trouver le juste équilibre, c'est un long travail qui demande un effort durable. Mais voilà, moi j'essaye je suis un peu dans une recherche d'harmonie. C'est mon idéal. Mais je me plais entre guillemets. C'est facile à dire. Hein, je vis bien, mais dans une forme de simplicité. Je trouve ça ressourçant. Voilà. Et c'est important. Comment tu vois les choses dans les 10 prochaines années pour l'industrie du sport outdoor et du tourisme, en particulier en montagne? Alors là, j'ai envie de faire un peu la différence entre il y a des sites d'altitude comme Pelette, Chamonix et des sites de moyenne montagne où c'est assez différent. Le réchauffement climatique, il est énorme et il touche d'ailleurs en particulier les sites d'altitude. Nous, on a eu énormément de problèmes au niveau opérationnel auxquels on doit s'adapter parce que ça n'était pas prévu dans la conception. Je prends l'exemple de l'Aiguille du Midi. Il y a quelques années de ça, on a eu en plein été, il faisait 31 degrés à 14 heures. Non seulement on a dû arrêter les ventes parce que le câble se dilatait de façon trop exponentielle et qu'on arrivait en butée de course, en butée pardon sur le contrepoids. Ça, c'était pas prévu, donc on a appris à adapter nos équipements par rapport à ces changements climatiques. Donc il y a une forme d'adaptation. Et ça, si je dis ça aussi, c'est parce que humainement, ça nécessite de se remettre en cause. Les chefs de piste au versant sud, là, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on discutait, ils me disaient, ouais, Mathieu, ça fait 35 ans que je fais ce boulot. Bah, il y a des avalanches, là, à des moments, elles partent. Je pensais pas que ça arriverait. Ou voire, dans certains cas, on l'avait pas anticipé à tel ou tel endroit. Donc il y a une remise en cause qui est à avoir par rapport à ce réchauffement climatique. Ça, en particulier sur des domaines de haute montagne. Après, sur les domaines, et pour autant, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont venir parce qu'ils viendront chercher une fraîcheur l'été et que l'hiver, bah, la difficulté des stations de basse altitude fera qu'elles vont avoir plus de difficultés à offrir du ski et les gens viendront sur ces sites. Donc, il risque d'y avoir une hyper concentration à des moments donnés avec les problématiques que je viens d'évoquer, ce qui va rendre la situation assez compliquée à gérer pour les équipes opérationnelles. En moyenne montagne, le modèle, il faut quand même, on n'a pas trouvé le business model pour les 20 prochaines années. Faut être honnête. On est dans une phase d'adaptation. On est en une phase de réflexion. On sait très bien que voilà, que de mettre des tyroliennes, des luges, c'est très bien, mais ça ne va pas garantir le modèle et le chiffre d'affaires généré par le ski d'hiver. Bon. D'un autre côté, on a le temps de s'adapter. Il faut laisser du temps au temps. Je pense qu'aussi, ça c'est important. On est peut-être moins contraint que ne peuvent l'être certaines industries. Je parlais de l'industrie automobile tout à l'heure. En 4 ans, c'est énorme le changement qu'ils ont eu. Personne n'avait vu venir Tesla, la révolution du moteur électrique, etc. Ou l'industrie bancaire, le digital, ça les a laminés en quelques années. Bon, nous, même si ce modèle, attention, hein, c'est pas un déni, bien au contraire, il doit évoluer. On a malgré tout un peu de temps pour trouver les bonnes solutions qu'on n'a pas encore trouvées aujourd'hui, mais ça sera un mix. Je pense qu'il y aura un peu moins d'appareils qu'avant sur ces domaines-là, parce que malgré tout, ça engendre des coûts, et qu'il faudra attirer les gens plus sur la partie supérieure des domaines de moyenne montagne. Il y a un modèle qui fonctionne bien, c'est quand même le business model de la vue, de faire monter des gens en altitude pour faire une activité économique en hauteur. Et ça, on voit quand même que ça prend à cet égard-là, parce que les gens veulent aller en altitude. Donc, si on arrive à vendre une remontée mécanique, on la vendra moins cher que juste un forfait de ski à la journée. Mais il y a quand même quelque chose à développer. Et puis, il y a toute une autre activité économique autour de
cette industrie qui peut être développée dans ces communes autour d'eau. Ça peut être du culinaire, ça peut être de la start-up, ça peut être c'est ce sur quoi il faut travailler. Et la bonne solution, je pense, c'est de mettre plusieurs personnes autour de la table pour aménager les choses. Mais si on attend une solution de court terme, pour ces domaines-là, on l'a pas. On n'a pas la solution miracle. On est en transition et ça passe par de la concertation et de la discussion à plusieurs. Merci beaucoup, Mathieu de Chavannes, président directeur général de la Compagnie du Mont Blanc, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que quand il y a des accidents, en particulier mortels, il ne faut pas sous-estimer le processus de deuil des familles. Il comporte des étapes, parfois surprenantes, qu'il faut accepter et respecter. Ce n'est pas nécessairement personnel pour le manager. Le deuxième point, c'est que quand une entreprise va mal, il faut d'abord se remettre en question, puis se fédérer autour d'un projet pour pouvoir redresser la barre. Le troisième point, c'est de demander de l'aide. Eh bien, c'est un signe de force. Il faut savoir faire des resets. Pleurez un bon coup, appelez des bons copains, faites du sport, rappelez-vous le sens de ce que vous faites et ça repartira. Et enfin, le dernier point, quand il y a de grandes transitions à conduire, il faut savoir donner du temps au temps et mener les grandes actions indispensables au changement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.